Alors bonjour à toutes et à tous, et nous allons aborder une nouvelle catégorie d'appareils qu'on n'avait jamais vu jusque-là, qui sont les appareils à réaction. Donc ce tutoriel va comporter deux parties, une plus grosse partie de théorie, où je vais vous parler des moteurs à réaction, et puis une petite partie qu'on va consacrer à un exemple concret. On va faire un petit vol, où on va décoller avec un appareil à réaction, et ce sera, j'ai choisi le Cirrus SF50, que vous avez tous, puisqu'il est livré avec X-Plane. Alors on va dire un certain nombre de choses sur les moteurs à réaction et on va aborder quelques notions de base. Alors, les moteurs à réaction, il y en a beaucoup de types différents, je ne vais évidemment pas tout vous dire sur les moteurs à réaction, mais on va aborder les principaux types qui vont nous intéresser. Je vous rappelle que X-Plane c'est une simulation d'appareils civils, donc on va parler plutôt des moteurs qui équipent ce type d'appareil. On parlera pratiquement pas d'appareils militaires, choses un peu sophistiquées ou futuristes. On ne les abordera pas, on verra vraiment que ce qui nous intéresse en simulation de manière à bien se focaliser sur ce qui nous intéresse. Voilà. On va aborder le fonctionnement de ces moteurs, on va faire un peu de théorie. On va aborder aussi pas mal de vocabulaire, de termes qu'il faut connaître, parce que si vous voulez savoir piloter les appareils, il y a un minimum de termes quand même à connaître. Voilà. Alors petite chose quand même, avant de commencer, je ne pilote pas de gros appareils, des gros liners, les Boeing, les Airbus, etc. Je pilote pas ce type d'appareil, donc je pourrais pas trop vous en parler. Donc je vais vous faire un petit vol de démonstration sur un appareil qui est le Cirrus SF50. C'est un petit appareil, c'est un petit jet privé, un jet d'affaires. Il y a beaucoup d'appareils dans cette catégorie-là, ou un petit peu plus gros, mais qui sont tout à fait équivalents. Quand vous passez sur des très gros appareils, bon évidemment c'est autre chose. Néanmoins, il faut savoir que les technologies sont les mêmes. Donc ce que je vais vous dire là, sur ces moteurs à réaction, ça couvre aussi bien les réacteurs qui équipent les petits appareils, les tout petits appareils, que les très gros appareils, y compris d'ailleurs certains appareils militaires. Donc ça pourra vraiment vous être utile un peu dans tous les cas de figure. Voilà. Donc on va faire quelques petits rappels ou donner quelques informations. Le fonctionnement du moteur à réaction, c'est basé sur le principe action-réaction. C'est un principe qui a été annoncé par Isaac Newton. Vous savez, celui avec les pommes. Et la gravitation, il a fait pas mal de choses, ce monsieur. Il a parlé notamment de ça, de l'action-réaction. Sur le même principe, il y a des choses que vous connaissez au quotidien, enfin au quotidien ou du moins dont vous avez déjà entendu parler. C'est le recul d'une arme à feu, par exemple. C'est le même principe. Un ballon de baudruche, vous savez, les ballons rouges là qu'on gonfle à la bouche, quand vous le lâchez, il s'envole comme ça dans l'air avec un bruit assez amusant, et il se dégonfle. C'est le même principe, c'est le principe du réacteur. Donc dans le cas ici des moteurs d'avion, c'est un fluide qui va être utilisé. Ce fluide, c'est un gaz, c'est l'air, qui va être éjecté à grande vitesse vers l'arrière du moteur. Et c'est ça qui va, par réaction, provoquer la propulsion vers l'avant de l'aéronef. C'est ça qui va donner la poussée du moteur. Rien de très compliqué. Enfin, du moins jusque-là. Alors maintenant, d'où provient ce gaz qui est éjecté comme ça, très accéléré par le moteur? Alors, vous avez deux grands cas de figure. Vous avez le cas des moteurs de fusée ou de missiles qui peuvent fonctionner. Les moteurs de fusée, ça peut fonctionner dans l'espace, c'est-à-dire dans le vide, ou en tout cas dans un endroit où l'air est très raréfié. Et dans ce cas-là, vous avez à bord de réservoirs qui sont embarqués dans la fusée des réservoirs de carburant. C'est souvent là des carburants solides, type propergol ou autre, et un comburant qui est généralement de l'oxygène. Et donc la combustion des deux, le mélange des deux et la combustion des deux permet d'obtenir ces gaz qui sont expulsés à l'arrière du moteur et qui fournit, donc tout ça, ça fournit la poussée. Voilà, bon, je vous dis juste un mot là-dessus. Ça ne nous intéresse pas en fait, puisque nous on ne va pas piloter des fusées. Ce qu'on va piloter, nous, ce sont des avions. Et dans le cas de l'avion, en fait, on n'a pas besoin d'embarquer autre chose que du carburant. Du kérosène en l'occurrence. L'oxygène et l'air, vous trouvez ça dans l'atmosphère. On en a à profusion à notre disposition, on ne va pas s'embêter, on va se servir dans ce que l'atmosphère nous offre. Donc ça fonctionne en gros comment? L'air atmosphérique va rentrer en grande quantité par l'avant du moteur, il va être comprimé, brûlé et éjecté, donc et fortement accéléré vers l'arrière du moteur par la tuyère. Voilà. Ça c'est le cas d'un moteur à simple flux. On verra le cas d'un moteur à double flux qui est plus compliqué, un peu plus en détail, mais un peu plus loin dans la présentation. Voilà. J'ai pris un certain nombre
d'illustrations sur Wikipédia, parce que je les ai trouvées pas mal, hein. J'ai cité mes sources, donc si vous voulez vous les procurer, voilà, c'est sur Wikipédia, il n'y a pas de problème. Ici, ce que je vous ai mis en illustration, c'est un moteur, c'est peut-être le turboréacteur le plus simple qui soit, hein, puisque c'est un moteur simple flux, simple corps. Donc c'est vraiment la base de ces moteurs. Alors, sur ces moteurs, hein, vous avez ici un carénage, représenté en gris, de forme globalement, c'est un cylindre, hein, en quelque sorte, hein, qui enveloppe le moteur. Et vous allez retrouver dans ce moteur, et vous allez retrouver ça à peu près dans tous les moteurs que nous allons voir, hein, vous allez trouver à l'avant un compresseur, une chambre de combustion, et une turbine. Et puis une cuillère à l'arrière. Hein, et puis bien sûr, à l'avant, vous avez une entrée d'air. Ici, on parle d'un moteur à compresseur axial, parce que le compresseur ici, vous voyez, l'air ici circule suivant l'axe, et il est comprimé suivant l'axe du moteur. On verra qu'il y a un autre type de compresseur, dont on dira quelques mots, qui sont les compresseurs dits centrifuges, qui sont différents. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Finalement, assez simplement, vous avez de l'air froid qui arrive ici, qui est aspiré par l'avant du moteur. Il passe ici sur une série d'étages de compresseurs. Il y a plusieurs étages qui vont se succéder avec des éléments mobiles qu'on appelle des rotors et des éléments statiques qu'on appelle le stator. Et c'est le passage ici, hein, sur les ailettes de ce compresseur qui va provoquer petit à petit, au fur et à mesure du passage de l'air, hein, le long de ce compresseur, qui va comprimer cet air de plus en plus. Et vous voyez, le moteur va en se rétrécissant. Hein. On a un moteur qui va un petit peu, ça fait un peu comme un entonnoir. Et en se comprimant, cet air va se réchauffer. Je vous rappelle que quand vous détendez un gaz, il se refroidit. Quand vous le comprimez, il se réchauffe. Ça, c'est de la thermodynamique. On arrive ici dans le cœur du moteur, qui est la chambre de combustion. Cet air comprimé, il est réchauffé, il est mélangé à du kérosène, et vous avez un système d'allumage, une bougie d'allumage, qui va enflammer ce mélange. Ce mélange donc va exploser, hein, c'est comme un moteur à explosion, et ici, il va être éjecté à grande vitesse vers l'arrière du moteur. Alors ça, si vous avez vu mes vidéos précédentes, où je vous présente les turbopropulsés, vous allez me dire, mais on a déjà vu ça. Et effectivement, sur les moteurs turbopropulsés, on a le même schéma de fonctionnement, sauf que là, c'est un petit peu différent. Parce que là, ce qui va fournir la poussée sur un réacteur comme ça à simple flux, eh bien, ce sont les gaz ici qui sont éjectés vers l'arrière. Ce sont eux, hein, qui sont réchauffés, hein, et accélérés. Et vous voyez qu'ici, la cuillère, hein, se rétrécit, hein, parce que quand on rétrécit comme ça le flux, eh bien, ça l'accélère. Quand vous rétrécissez comme ça, hein, ça provoque une accélération de l'écoulement d'un fluide. C'est vrai pour un gaz, mais c'est vrai aussi pour un liquide. Un système comme ça d'entonnoir. Et donc, c'est ça qui va fournir la poussée du moteur. Voilà, c'est comme ça que fonctionne un réacteur ici, simple flux. Vous noterez qu'une partie de l'énergie fournie ici, hein, par la combustion de ce mélange air-carburant, air-kérosène, est utilisée. On prélève une petite partie de l'énergie pour faire tourner ici la turbine. Et la turbine ici fait tourner le compresseur, et c'est ce compresseur qui fait rentrer l'air et qui le comprime. Donc ça fonctionne comme ça en boucle. Donc la turbine est autonome. Vous noterez également que ce moteur, il fournit de l'air chaud. Une partie de cet air chaud peut être détournée pour différents systèmes de l'avion, notamment les systèmes de dégivrage. Pour dégivrer, on a besoin d'air chaud. Et ça peut être également utilisé pour la pressurisation de la cabine. Alors là, l'air il est filtré et refroidi, évidemment. On n'injecte pas de l'air à 400 degrés dans la cabine, hein. On va pas retirer les passagers, mais cet air il est filtré et refroidi, et ensuite il sert à assurer, hein, la pressurisation de la cellule de l'appareil. Ces avions, hein, ce type de moteur, ils sont particulièrement performants en altitude élevée, haute altitude. Hein, c'est classiquement des appareils qui vont voler autour de 30 000 pieds. Donc évidemment, à telles altitudes, il faut pressuriser vos avions. Un avion pas pressurisé, il ne peut pas voler à 30 000 pieds. Alors vous vous souvenez, grosso modo, autour de 10 000 pieds, après, au-dessus de 10 000 pieds, ça devient compliqué. Hein. En général, il faut pressuriser. Voilà. Il y a également une partie ici de l'énergie, hein, fournie par la turbine qui va être détournée
qui va être utilisé. Alors il y a ce qu'on appelle une gearbox, une boîte d'accessoires, qui est un système un peu de pignon, un engrenage, qui va permettre de transmettre une partie de cette force motrice pour faire tourner les générateurs. Ça va fournir toute l'électricité nécessaire à bord. Alors, ça va faire tourner l'avionique, l'éclairage, le chauffage, enfin tout un tas de choses, la climatisation, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer à bord d'un avion qui utilise de l'électricité, donc c'est particulièrement important. Ça va faire tourner tout ce qui est pompe à carburant. Ça va également animer tous les systèmes hydrauliques. Alors le système hydraulique, je vous rappelle, ça fait tourner, ça permet de faire fonctionner tout ce qui est système de freinage, les commandes, évidemment, donc tout ce qui est commande de direction, mais également tout ce qui est volet, etc. Ça fonctionne avec ça. Également tout ce qui est commande du train d'atterrissage, sortie et entrée du train d'atterrissage, le freinage, etc. Tout ça, c'est commandé par le système hydraulique. Donc vous voyez, le moteur est vraiment au cœur de l'avion. Si vous perdez le moteur, ça devient très compliqué. Alors sur les gros appareils, il y a des systèmes auxiliaires qui permettent éventuellement, dans des situations d'urgence, de récupérer un peu d'énergie, mais enfin, c'est quand même très important. Voilà. Donc ici, je vous redécris sur cette diapo ce que je vous ai dit. Donc voilà, il n'y a rien de plus intéressant, je pense. Néanmoins, voilà, vous pouvez tout à fait lire ça, mais c'est le résumé de ce que je viens de vous dire. En ce qui concerne, je vous avais dit que je vous dirais un mot sur les moteurs avec un compresseur centrifuge. Alors là aussi, j'ai été prendre une illustration sur Wikipédia. Alors vous voyez ici, sur un compresseur centrifuge, ce sont des moteurs généralement qui sont plus courts, qui sont plus larges. Ce sont des moteurs que vous allez notamment retrouver sur les hélicoptères. Ils équipaient les premiers avions à réaction. Les premiers avions à réaction étaient équipés d'un compresseur centrifuge. Alors vous voyez là, vous n'avez qu'un étage ici de compresseur. Les qu'un étage de compresseur, et le compresseur donc ici. Alors dans un système à simple corps, comme ici, oui, c'est une petite chose que je ne vous ai pas dite. Simple corps, ça veut dire que vous n'avez qu'un ensemble compresseur-turbine qui est ici relié par un axe de turbine, et c'est un ensemble solidaire, et solitaire aussi parce qu'il est tout seul, qui tourne à une vitesse unique. Tout l'ensemble tourne d'un bloc. Pour revenir à notre compresseur centrifuge, ici l'air n'est pas accéléré, enfin n'est pas compressé dans le sens de l'axe du moteur, mais en fait c'est parce que ici cette espèce de roue qui est munie d'aubes va tourner, et en fait l'air est en fait conduit vers l'extérieur, c'est un système centrifuge, et il est éjecté comme ça vers l'extérieur, vers la périphérie ici de cette espèce de grande roue, et il est comprimé comme ça, et l'air ensuite qui est comprimé va s'échapper ici sur l'extrémité ici de ce compresseur, de cette roue, et il va ensuite ici rentrer dans la chambre de compression, de combustion, et puis voilà, puis après vous retrouvez le fonctionnement classique d'un réacteur. Voilà. Je vous signale juste ça pour mémoire, si vous rencontrez le terme de compresseur axial et de compresseur centrifuge, que vous sachiez à peu près ce à quoi ça correspond. Les moteurs qui nous intéressent utilisent des compresseurs axiaux. Maintenant, les moteurs à double flux. Alors, ces moteurs à double flux, là aussi, je vous ai mis quelques illustrations. Alors, la plupart des avions que vous pouvez piloter, que ce soit des avions civils, des gros avions, Boeing, Airbus, etc., ce sont des réacteurs à double flux. Les petits appareils, ce sont des réacteurs à double flux. Les avions militaires, beaucoup d'avions militaires également sont équipés maintenant de réacteurs à double flux. Donc voilà, donc c'est des moteurs, il faut vraiment bien comprendre leur fonctionnement. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Ici, je vous ai mis en illustration de moteurs. Les moteurs à double flux, comment ça fonctionne? On les appelle aussi turbofans, mais en fait, ils ont deux parties concentriques qui vont fonctionner, qui vont coopérer. En fait, c'est une coopération entre deux parties. Vous avez une partie interne qui fournit ce qu'on appelle le flux primaire ou le flux chaud, et c'est grosso modo un réacteur à simple flux. Simplement, et vous avez une partie plus externe qui va fournir un flux qu'on appelle un flux froid ou flux secondaire, et c'est généralement, sur beaucoup de moteurs, en tout cas pas tous, mais c'est cette partie-là qui va fournir la majorité, l'essentiel de la poussée. À noter l'apparition d'une nouvelle partie
sur ces moteurs double flux qu'on appelle la soufflante ou le fan, hein, d'où le nom de turbofan en anglais, hein, pour désigner ces moteurs, et qui est placé à l'avant du moteur. Ce fan, hein, ou cette soufflante, tout le monde sait ce que c'est, parce que quand vous avez regardé ces énormes moteurs, hein, sur les liners, là, les Boeing, les Airbus, hein, ces énormes roues là, avec les pales, vous savez, que vous avez à l'entrée du moteur, et ben c'est ça la soufflante. Ça, cette partie-là, je pense que tout le monde la connaît. On ne sait pas forcément à quoi ça sert, mais voilà, hein, c'est ça. Et on va en dire évidemment quelques mots. Ce sont des moteurs très performants, voilà, hein, ils équipent la plupart des appareils maintenant. On va citer quelques constructeurs, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Safran, General Electric, il y en a d'autres. À gauche, ici, on a un moteur de chez Pratt & Whitney, hein, un PW800, et à droite, ici, un moteur assez récent, hein, qui est de conception très, très récente, très moderne, le moteur LEAP, qui vient en fait qui est issu, hein, de la coopération entre deux constructeurs, hein, Safran et General Electric. Et vous voyez ici, hein, voilà, on voit ici cette soufflante, hein, vous voyez, hein, ce fan ici à l'entrée du moteur, hein, cette entrée de moteur absolument énorme, hein, vous voyez ici. Et vous voyez ici, hein, ça se rétrécit, hein, vous voyez, hein, l'air est comprimé, hein, et vous voyez ici, on devine, hein, la chambre à combustion. Et derrière, hein, les différents étages de turbine, hein, qu'on peut imaginer, et puis la tuyère. Voilà, vous avez, hein, c'est compliqué quand même, hein, c'est assez compliqué, le truc, c'est un peu une usine à gaz, mais oui, c'est une usine à gaz. C'est une turbine à gaz, plus exactement. Voilà. On va revenir ici sur nos schémas qui sont un petit peu plus simples, toujours du Wikipédia, et vous voyez ici un moteur, ici, double flux, double corps. Alors, on va parler d'abord du double flux. Le double corps, je vous expliquerai ce que ça veut dire après. Le double flux, alors comment ça fonctionne? Et ben, vous allez retrouver ici à l'intérieur, alors vous avez ici un premier carénage, hein, et vous reconnaissez ici globalement la silhouette de notre première diapo, hein, avec notre moteur simple flux, et bah, c'est la même chose. Et à l'extérieur ici, alors c'est un petit peu dommage parce qu'ils n'ont mis qu'un morceau du carénage, hein. Vous avez ici l'entrée du moteur, et puis après autour il n'y a plus rien, mais évidemment, hein, le carénage ici continue, hein, en haut et en bas, hein, vous avez un deuxième carénage qui bien sûr enveloppe tout ça, hein. C'est très important de le signaler. Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous avez ici de l'air froid qui va rentrer sur plusieurs étages ici de compresseur, il est comprimé, chambre de combustion, et il y a combustion évidemment, et ensuite ça va entraîner ici, hein, donc nos différents étages de turbine. Et puis ensuite, hop, ça s'échappe vers l'arrière, et vous allez me dire, bah, c'est formidable, c'est comme tout à l'heure, ça fonctionne exactement pareil. Eh ben en fait, pas tout à fait. Parce que là, en fait, hein, la partie ici, ce flux primaire, hein, ce qu'on appelle le flux primaire, qui est un flux chaud, qui s'échappe ici vers l'arrière, eh bien, il ne va produire qu'une petite partie de la poussée délivrée par le moteur. C'est de l'ordre de 20%, pas plus. 15-20% de la poussée. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui produit la poussée? Est-ce que c'est cette espèce de chose machin là? Ça fait comme une hélice? Pas vraiment, en fait, ce qui va fournir la poussée, c'est le flux froid. Alors qu'est-ce qui se passe? À l'entrée de notre moteur, ici, vous voyez, hein, qui est une entrée assez large, vous avez ce flux d'air qui rentre, et en fait ce flux d'air il est divisé en deux. Donc il y a une partie ici qui va rentrer ici dans le cœur du moteur, et qui va alimenter ce moteur et le flux chaud. Et une grande partie de l'air ici qui va être déviée à la périphérie du moteur, hein, donc dans l'espace compris entre les deux carénages, ici, et qui va être accéléré par la soufflante. Et ce flux ici, bah, vous voyez, il ne subit aucune combustion, hein, il n'est pas mélangé à du carburant ni rien, il n'est pas brûlé, il est froid, c'est un flux froid, c'est un flux secondaire, il est froid, il n'est pas brûlé, il est simplement accéléré. Et il est accéléré comment? Bah, grâce à cette soufflante. Parce que ici, nos turbines, hein, nos deux turbines ici, hein, nos deux étages de turbines, enfin nos deux groupes de turbines, nos deux attelages, mais on verra ça un peu plus loin, ici permettent, hein, en fait ici cet attelage dit basse pression, hein, la turbine basse pression, qui va faire tourner cette soufflante. Et cette soufflante ici va accélérer ce flux froid, ce flux secondaire. Et c'est ce flux secondaire, alors ce flux secondaire il n'est pas tellement accéléré, mais en fait il est très volumineux, hein, ça représente une grosse partie du flux, et c'est ça qui va fournir environ 80% de la poussée du moteur. Vous voyez, hein, donc il y a une coopération en quelque sorte, hein, entre deux parties du moteur, entre cette partie plus interne qui est chaude, et cette partie ici plus externe qui est froide, mais vous voyez que l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Ici cette partie-là seule ne fournit fournit très peu de poussée, mais ici pour le flux secondaire, si vous n'avez pas ici ce flux primaire qui fait tourner la soufflante, bah, ce flux secondaire évidemment il est inexistant, hein, donc ça ne fonctionne pas l'un sans l'autre, c'est vraiment un travail de coopération,
Voilà comment fonctionne un réacteur à double flux. Alors l'avantage de ces moteurs, c'est qu'ils sont performants, ils sont économiques, ça c'est important, et ils sont plutôt silencieux. Alors, il faut savoir que les constructeurs ont fait beaucoup d'efforts là-dessus, mais en fait, l'air ici, le flux primaire est très bruyant. Sur un réacteur simple flux, ça fait beaucoup de bruit. Cette partie-là, elle est très bruyante, mais l'air ici, le flux secondaire, ce flux froid, lui, va gainer en quelque sorte, il va entourer à la sortie ici des tuyères, il va entourer ce flux chaud qui est bruyant, il va encore en quelque sorte étouffer le bruit. Donc ces moteurs, pour cette raison, de par leur conception, sont beaucoup plus silencieux que des réacteurs à simple flux. Par contre, vous avez un élément ici qui est bruyant, quand même, qui provoque du bruit, qui est générateur de bruit, c'est la soufflante. La soufflante génère quand même des nuisances sonores, et là les constructeurs ont insonorisé ici l'entrée des moteurs. Ils ont quand même pas mal insonorisé l'entrée des moteurs, et il faut savoir quand même que ces moteurs, sur les moteurs récents, on a fait d'énormes progrès sur la nuisance sonore. Alors ça c'est important au sol, pour le personnel qui travaille au sol, mais également bien sûr pour les riverains, quand vous avez des appareils, des gros appareils comme ça qui se posent et qui décollent des aéroports, c'est vrai que des moteurs moins bruyants, c'est quand même très appréciable pour tout le monde. A noter également qu'il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits sur la consommation, sur les émissions de particules, etc. Les moteurs d'avion vraiment ont été beaucoup améliorés. Ce sont des améliorations qui ont également été permises grâce à l'utilisation de matériaux plus récents. Il y a eu d'énormes progrès en métallurgie, ce qui permet d'avoir des moteurs plus légers, qui peuvent mieux résister aux hautes températures, qui vont s'user moins vite aussi, des moteurs des parties qui sont plus résistantes, et donc des moteurs qui vont coûter moins cher à l'entretien. Ils s'usent moins vite, des moteurs qui consomment moins, ça aussi bien sûr les compagnies aériennes sont très attentives à ça, et vous avez également ici, notamment au niveau de la soufflante, l'utilisation de matériaux composites, de fibres de carbone, de matériaux comme ça, qui sont également plus légers et plus silencieux. Voilà, donc des moteurs vraiment très performants et très modernes. Alors, ici, je vous parle un petit peu du double corps, du double attelage. On parle aussi de double attelage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, dans notre premier exemple, je vais vous le remettre ici. J'ai été un petit peu vite. On va repartir du début. Hop, voilà mon premier schéma ici. Vous voyez que vous avez un ensemble simple avec un compresseur, un axe ici et une turbine. Voilà. Sur le moteur que je vous ai présenté ici, vous remarquez que vous avez en fait un code de couleur un petit peu, vous avez du violet, vous avez du vert, et vous avez ici un ensemble dit basse pression et haute pression, et vous avez en fait deux attelages qui sont indépendants. Donc vous avez deux bobines. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, quand l'air arrive ici, il arrive ici sur ce compresseur basse pression. Alors ce compresseur basse pression va provoquer une première série, une première compression de l'air. Et il tourne plutôt lentement, ce compresseur basse pression, c'est la partie la plus lente du moteur. Ensuite, cet air qui est déjà comprimé va arriver sur un compresseur ici haute pression qui, lui, va tourner plus vite. Il tourne plus rapidement. Et donc, il va encore comprimer cet air. Cet air ici va être mélangé au kérosène, il est brûlé, et il va ici faire tourner cette turbine haute pression. Vous voyez, et les deux axes sont indépendants. L'axe violet et l'axe vert tournent indépendamment, chacun à leur vitesse. Il va ici animer ce compresseur haute pression donc à une grande vitesse. Il va le faire tourner à grande vitesse. Ensuite, ça va faire tourner ici cette turbine basse pression qui est située à l'arrière de la turbine haute pression. Et c'est cette turbine ici basse pression qui va à la fois entraîner, mais à une vitesse plus basse, le compresseur basse pression et bien sûr ici la soufflante. Donc il faut savoir que ces doubles corps, ces doubles attelages, ce sont deux systèmes qui fonctionnent chacun indépendamment, et qui fonctionnent à peu près indépendamment, et qui fonctionnent chacun à leur vitesse propre. La basse pression tournant généralement, tourne plus lentement que l'attelage haute pression. Ça permet d'obtenir des moteurs plus performants et qui consomment moins. Il faut noter qu'aujourd'hui la plupart des moteurs qui existent sont des réacteurs double corps. Voilà. Rolls-Royce produit, je crois, des moteurs triple corps. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pas 4 corps, 5 corps, 6 corps Alors en fait, c'est une technique quand même qui a ses limites. Triple corps, déjà, c'est très compliqué.
ça commence à générer plus de problèmes que d'avantages. Hein. Donc on ne peut pas aller comme ça, hein. Ça pose beaucoup de problèmes, ça fait des moteurs quand même assez compliqués à faire tourner. Il semblerait aujourd'hui hein, que je dirais peut-être le meilleur rapport sur le plan technique, hein, le compromis le plus intéressant, c'est le double attelage. Et c'est la plupart des moteurs que vous rencontrerez. Voilà. Là aussi, je vous donne des explications hein, sur ce système. Hein. Donc, c'est deux bobines hein, qui tournent indépendamment et qui chacune hein, donc entraîne un compresseur. Voilà, voilà. On va ensuite embrayer sur le reste. Comment gérer ces moteurs? Alors, en pilotage, hein, comment est-ce que ces moteurs vont se comporter? Alors, il faut savoir que les turbines tournent très vite, hein, ça tourne, c'est des vitesses de l'ordre de 50 000 tours minute, voire plus, hein, je crois que ça peut dépasser ces vitesses-là. Pour les moteurs, les différents moteurs qu'on a vus, hein, on fait un petit résumé. Les moteurs à piston avec une hélice à calage fixe, je vous le rappelle, c'était notre petit Cessna 172. On avait tout simplement une manette des gaz. Bon, la manette de mélange, c'est un peu accessoire, hein, mais on avait une manette des gaz et un tachymètre, un compte-tours. Hein, voilà. Et on gérait notre avion comme ça, c'était tout simple. Pour les moteurs à piston, mais avec une hélice à calage variable, on avait une manette supplémentaire, on avait une manette bleue hein, qui venait s'ajouter, et qui permettait de régler l'angle de calage des pales de l'hélice. C'est ce qui permettait en fait de faire varier le nombre de rotations à le régime du moteur. Hein, voilà. En fait, on faisait varier le régime moteur, non pas en jouant sur la manette des gaz, mais en jouant sur l'angle de calage des pales. Et là, c'est le couple pression d'admission et vitesse de rotation hein, qui permettait de piloter ces moteurs. Qui permettait d'apprécier leur fonctionnement. Donc c'était assez compliqué hein, quand même. C'est pas simple hein, quand même. Bon, ça demande un petit peu d'entraînement. Bon, une fois qu'on a compris, évidemment, ça va. Hein, mais c'est vrai qu'au début, ça peut dérouter les débutants. Pour les turbopropulsés, on a vu hein, qu'on retrouvait toujours le même couple de manettes. Hein. Vous avez une manette de gaz et une manette de pas d'hélice. Hein. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'était le torque, c'était le couple en fait hein, de l'hélice et le compte tour. Hein. Le nombre de rotations par minute, évidemment. Hein. Le compte tour nous intéressait. Et vous aviez également une donnée de température de turbine, un l'ITT bien sûr, qui était une valeur en fait limitante. Hein. C'était une valeur qu'il fallait surveiller pour ne pas la dépasser sous peine d'avoir une casse mécanique. Alors, pour les moteurs à réaction, bah, c'est un petit peu... Il y a pas mal d'informations différentes, donc on va détailler un peu ça, mais vous allez voir que finalement, ce sont des moteurs assez faciles à gérer. Alors, il n'y a pas vraiment de moyen direct hein, pour connaître la poussée d'un moteur à réaction. Alors, on peut utiliser plusieurs données. Alors, je vous cite l'EPR, qui est l'Engine Pressure Ratio. C'est une donnée que vous verrez parfois sur les instruments. Encore que dans notre exemple, vous ne le verrez pas. Et il y a une raison, je pense, assez simple à ça. Je vais vous l'expliquer. Donc ça, c'est le rapport entre la pression des gaz à la sortie de la turbine, donc à l'arrière du moteur, et la pression à l'entrée du compresseur, c'est-à-dire à l'entrée du moteur. Alors, on peut se dire, ok, bon, ça paraît logique. Alors le PR, c'est proportionnel à la poussée. Vous allez me dire, c'est formidable. Sauf que ça ne tient compte que du flux primaire, le flux chaud. Et ça ne tient pas compte du flux secondaire. Donc sur les moteurs à double flux, bah, le PR, c'est pas forcément la donnée la plus intéressante. C'est pas forcément la donnée la plus intéressante pour connaître la poussée du moteur. D'accord ? Hein, notamment sur des moteurs à ce qu'on appelle un double flux avec un taux de dilution élevé. Alors je vous fais une petite remarque, parce que le taux de dilution, c'est quelque chose dont vous entendrez parler. Ça peut choquer, hein, ça peut étonner. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pas très compliqué. Le taux de dilution, c'est le rapport entre la masse du flux secondaire et la masse du flux primaire. Hein, c'est-à-dire que c'est le rapport entre le flux froid en masse, hein, en quantité, en masse, et entre le flux chaud. Alors, quand vous avez un taux de dilution élevé, généralement entre 6 et 10, ça veut dire que vous avez un flux froid qui est très important hein, par rapport au flux chaud. Vous avez un flux secondaire qui est très important par rapport au flux primaire.
Si vous avez un taux de dilution plutôt bas, c'est que vous avez un flux secondaire qui est plutôt réduit ou assez comparable, hein, assez proche du flux primaire. Il faut savoir que la plupart des gros moteurs qui équipent les appareils, voire des moteurs plus petits qui équipent les appareils civils, utilisent généralement des moteurs avec un taux de dilution élevé. Ce sont les moteurs les plus performants et sont aussi des moteurs très silencieux. Donc c'est ceux qu'on va plutôt utiliser dans le civil. Et généralement, donc ce taux de dilution, il est de l'ordre de entre 6 et 10. On peut aller au-delà, mais ce n'est pas forcément intéressant d'avoir un taux de dilution égal à 20. Voilà. En général, c'est autour de entre 5 et 10 en moyenne. Les moteurs militaires, les avions militaires utilisent des moteurs avec un taux de dilution plus faible, inférieur à 1, souvent entre 0,3 et 0,5, c'est pour vous donner une idée. Voilà, retenez pas forcément ces valeurs, mais vous voyez que c'est quand même nettement plus faible. A noter que sur les avions furtifs, on peut utiliser des taux de dilution de l'ordre de 1 à 2. Mais passons, les avions militaires, c'est pas tellement l'objet ici de cette présentation. Retenez que les avions, les moteurs qui équipent les avions civils, quels que soient les avions civils que vous piloterez, vraisemblablement, ce sont des moteurs avec un taux de dilution élevé, autour de 5 à 10, et donc vous avez un flux froid qui est très important, c'est lui qui fournit l'essentiel de la poussée, et un flux chaud, un flux secondaire qui lui est beaucoup plus réduit. Voilà. Alors la première donnée, et c'est peut-être la plus importante à connaître, c'est N1. N1, c'est la vitesse de rotation de l'attelage basse pression, et aussi de la soufflante, parce que je vous rappelle, l'attelage basse pression, c'est ce qui entraîne la soufflante. Le fan, ce qui est situé à l'avant de l'appareil, de l'avion, du moteur, pardon. C'est exprimé en pourcentage. On n'exprime pas, vous vous souvenez, depuis les moteurs turbopropulsés, je vous disais, ce sont des pourcentages. On ne parle pas de vitesse à proprement parler, de rotation, mais de pourcentage. C'est la meilleure information que vous trouverez, probablement, pour piloter, pour diriger ces moteurs double flux. C'est celui-là qu'on utilise habituellement. Par contre, pour une valeur de N1 donnée, vous n'aurez pas forcément toujours la même poussée. Ça va dépendre des conditions extérieures, notamment l'altitude et la température. Pour un N1 donné, si vous êtes à 1000 pieds d'altitude ou si vous êtes à 30 000 pieds et qui fait moins 40 degrés, vous n'aurez pas la même poussée que si vous êtes à 1000 pieds d'altitude avec une température de 15 degrés. Voilà. Mais c'est la valeur la plus intéressante. N2, c'est la vitesse de rotation de l'attelage haute pression, toujours exprimé en pourcentage. Alors, ce N2, il va être surtout utilisé au démarrage du moteur. C'est la première valeur qui va augmenter. Bon, éventuellement, ça peut servir à surveiller le moteur, mais en vol, c'est N1 que vous allez utiliser. L'ITT, c'est quelque chose qu'on connaît. L'ITT, c'est la température au niveau de la turbine, généralement entre les deux attelages, entre les deux turbines, basse pression, haute pression, vous avez des capteurs. Et l'ITT, c'est pas tellement une valeur que vous allez utiliser en vol, c'est plutôt un facteur limitant. Vous veillerez à ne pas dépasser une valeur maximale, parce qu'après vous risquez d'avoir une casse au niveau de la turbine. Et c'est une valeur qui va être importante de surveiller au démarrage, et éventuellement dans les phases critiques de vol, où vous avez tendance à vraiment à pousser les moteurs dans leur dernier retranchement, au décollage, à la montée. Il faut surveiller cette ITT de manière, bien sûr, à ne pas aller dans une zone rouge. De la même manière, vous avez le GT. Alors le GT, vous vous souvenez, le GT, on avait ça sur les moteurs à piston, ça permettait de régler la richesse. Bon, là, c'est différent, c'est juste une information, mais là aussi, c'est un peu comme l'ITT, mais c'est situé en sortie de moteur. Là aussi, c'est une valeur plutôt limitante. À savoir que quand vous accélérez, quand vous poussez vos moteurs à fond, il faut veiller à ce que cette EGT ne dépasse pas une valeur critique. Le fuel flow, ça aussi on connaît, le fuel flow c'est le débit de carburant, donc ça c'est intéressant parce que ça vous permet d'estimer l'autonomie de votre appareil, si vous consommez, 80 gallons par heure, et que vous avez tant de carburant, combien d'heures de vol il vous reste, ça peut être utile, c'est une donnée qui peut être utile de connaître. En croisière, on va l'utiliser pour régler un petit peu notre régime de croisière. Pour ça, vous avez des tables qui sont fournies par les constructeurs et qui vous donnent généralement, en fonction de l'altitude, parce qu'évidemment, c'est des appareils qui peuvent voler à basse altitude, mais qui sont quand même plus performants en haute altitude. Donc, si vous volez
Mais si vous volez à 10 000 pieds ou si vous volez à 25 000 pieds, bah, c'est pas la même chose, hein, évidemment. Et évidemment en fonction de la température. Hein. Donc vous pouvez comme ça régler votre moteur, hein, régler le mode de fonctionnement de votre moteur. Après, le constructeur vous offre en général plusieurs possibilités. Vous avez soit la possibilité, c'est comme sur une voiture, hein, soit vous conduisez le pied au plancher, et tant pis pour la consommation, vous privilégiez la vitesse, d'accord, mais vous allez consommer plus. Vous risquez d'entraîner aussi peut-être une usure prématurée des moteurs, hein, si vous êtes tout le temps à fond. Et il faut savoir également que quand on accélère plus, on consomme plus, et donc vous allez réduire le range de votre appareil. Hein. Votre appareil, pour une quantité de carburant donnée, volera moins loin. Hein. Vous couvrirez une distance plus courte. Vous pouvez à l'inverse privilégier l'économie et l'autonomie, dire moi je ne suis pas forcément pressé, hein, ça ne me dérange pas si je mets 1 heure de plus sur mon trajet, mais je vais voler, je vais privilégier l'économie, donc vous volerez moins cher. Bah, ça, nous on s'en fiche, on ne paye pas le plein, hein, mais enfin bon, les compagnies aériennes, elles sont attentives à ça. Éventuellement, peut-être, vous épargnerez un peu vos moteurs, hein, peut-être que vous les userez un peu moins vite. Et vous augmenterez, et ça par contre ça peut être intéressant, vous augmenterez un peu le range de votre appareil, hein, parce que quand vous avez une conduite plus économique, un pilotage plus économique, vous pouvez voler avec une quantité de carburant donnée, vous pourrez voler plus loin. Donc ça peut être particulièrement intéressant. Voilà, le fuel flow, donc c'est quand même quelque chose à surveiller. Les autres paramètres, hein, c'est classique, hein, la pression d'huile, la pression de carburant, la température d'huile, etc. etc. Hein, bon, ça c'est des mesures sur lesquelles il faut toujours garder un œil. Le démarrage. Alors le démarrage, hein, vous vous souvenez, on avait démarré ensemble un C90 hein, dans une vidéo un petit peu ancienne maintenant, hein, et c'était un peu compliqué, hein, je vous avais dit, hein, démarrer une turbine, ça se démarre pas comme ça. Et oui, ça se démarre pas comme un moteur à piston. Alors c'est pas autonome immédiatement, il faut d'abord la lancer, alors je dis à sec, hein, c'est-à-dire sans carburant, et ensuite seulement, hein, quand elle arrive à une certaine vitesse, un certain pourcentage hein, de sa vitesse de rotation, on peut commencer à injecter du carburant. Donc pour ça, il faut un mécanisme d'entraînement pneumatique ou électrique pour accélérer cette turbine. Voilà. Sur les petits moteurs, c'est plutôt électrique. Sur les gros moteurs, c'est plutôt pneumatique. C'est de l'air. Alors sur les gros avions, les liners, ça ne se démarre pas du tout de la même manière qu'un petit appareil. Hein, voilà. On ne va pas démarrer un liner, hein, mais si vous avez la curiosité d'aller voir comment ça fonctionne, vous verrez que c'est pas du tout pareil. Alors sur les gros, hein, on a recours soit à un GPU. Hein, le GPU, c'est un système extérieur à l'appareil hein, qui permet de le démarrer, ce qu'on appelle le Ground Power Unit. Alors sur les aérodromes, c'est disponible, mais c'est payant. Il faut le savoir. Enfin, nous, on ne paye pas, hein, mais dans la réalité, c'est payant. Sinon, sur la plupart des avions de ligne, hein, vous avez un système qu'on appelle l'APU. Donc, je pense que vous en avez entendu parler. Hein, c'est l'Auxiliary Power Unit. C'est en fait un petit réacteur. C'est un petit réacteur qui va démarrer quand l'avion est à l'arrêt au sol. Hein. Alors quand vous démarrez, hein, quand vous êtes au sol, hein, vous pouvez fonctionner sur une batterie. Hein. À bord, vous avez une batterie, mais en fait, cette batterie, parce que les besoins de l'appareil en électricité sont considérables, hein, la batterie, en fait, elle a une autonomie très très courte, donc il ne faut pas trop tirer dessus. Et donc très très vite, on va démarrer cet APU. Même à la limite, si on ne veut pas démarrer les moteurs, hein, l'APU, hein, ce petit réacteur, va permettre, hein, qui fonctionne sur les réservoirs de l'avion, va permettre hein, d'obtenir notamment de l'électricité en faisant tourner des générateurs, hein, mais ça va également fournir de l'air, etc. Hein, donc c'est quand même très important. Ça permet de faire fonctionner tous les systèmes internes de l'appareil. Et évidemment, et c'est important, ça va permettre de faire démarrer les moteurs, hein, puisque ça va fournir de l'air, et cet air hein, va permettre de démarrer en fait les turbines. Donc ce qui va démarrer en premier, c'est l'attelage haute pression. Et donc si vous démarrez un moteur à réaction, vous verrez que c'est N2 qui monte en premier. Au démarrage, on va s'intéresser à N2. C'est celui-là qui monte en premier. Quand vous arrivez autour de 10-20%, vous allez voir N1 qui va commencer à se lancer hein, plus lentement. Hein. Il y a une certaine inertie hein, de l'attelage basse pression. Et on peut commencer alors à injecter du carburant et bien sûr à enclencher un système d'allumage, hein, qui est une bougie d'allumage, pour enflammer ce mélange air-kérosène.
La température, évidemment, hein, quand le mélange commence à... Quand la combustion débute, la température dans la turbine va monter brutalement. Elle peut même aller au-delà hein, des températures limites, mais ça doit être assez bref parce qu'en même temps, la turbine va accélérer très rapidement et elle va se refroidir. Plus elle accélère, plus elle se refroidit et elle devient autonome. Et à ce moment-là, en général, hein, les systèmes de démarrage se débrayent tout seuls. Hein, et vous pouvez couper hein, le système d'allumage puisque la combustion, ensuite, une fois qu'elle est lancée, elle s'entretient d'elle-même. On prend souvent l'image, hein, bon, je vais la reprendre aussi parce qu'elle est assez parlante. On prend l'image d'un briquet. Hein, quand vous allumez un briquet, bah, vous libérez du gaz et puis vous créez une étincelle pour enflammer le mélange. Hein, votre gaz, enfin, du moins votre gaz. Une fois que la flamme est là, vous n'avez plus besoin d'étincelle. Hein, tant que vous alimentez en gaz, la flamme continue de brûler. Là, c'est pareil. Hein, voilà. Éventuellement, on peut rallumer ces bougies au moment du décollage, mais sinon, hein, la combustion s'entretient d'elle-même. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce démarrage. Alors, à noter quand même, une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que démarrer un moteur comme ça, c'est un petit peu compliqué. Hein. C'est comme sur un turbo propulsé. Hein. Bon, il y a une procédure. Il faut savoir que sur beaucoup d'appareils, notamment les très gros appareils, hein, les liners, ce sont généralement des systèmes automatiques. En fait, le pilote, généralement, lance une procédure automatique de démarrage du moteur et ça se lance automatiquement. Le pilote ne fait que surveiller hein, que tout se passe bien, mais vous n'avez pas trop à intervenir. Il faut savoir maintenant que sur certains appareils de plus petite taille, un plus modeste, vous pouvez être amené à faire la procédure vous-même. Et donc il faut quand même savoir comment ça fonctionne. Hein. C'est la raison pour laquelle aussi je vous détaille un petit peu cette procédure. Mais si vous savez démarrer un turbo propulsé à la main, a priori, je pense que démarrer un moteur à réaction ne devrait pas vous poser de gros problèmes. C'est sensiblement le même principe. Les inverseurs de poussée, je vous en dis deux mots parce que ça concerne pas vraiment les moteurs, mais bon, c'est un petit peu à la périphérie du moteur, puis aussi pour éviter peut-être que vous ayez des idées un petit peu bizarres sur la question. On avait vu avec les turbos propulsés notamment hein, qu'on pouvait avoir une position reverse hein, qui permettait, en modifiant l'angle de calage des pales des hélices, on pouvait obtenir du freinage. Un freinage notamment quand on se posait hein, au sol, ça permettait hein, d'obtenir un freinage lors de l'atterrissage qui était assez intéressant. On ne freine pas tout de suite au pied, hein, on se pose, on freine d'abord avec les reverse, et ensuite, une fois que la vitesse a bien baissé, on peut freiner au pied. Hein, mais voilà. Avec un appareil avec des hélices, on fait comme ça. Sur un moteur à réaction, évidemment, il n'y a pas d'hélice, donc vous ne pouvez pas jouer sur le calage, hein, sur l'angle de calage des pales. Mais par contre, vous avez un dispositif qu'on appelle l'inverseur de poussée. Alors, les inverseurs de poussée, on pourrait imaginer que les moteurs tournent à l'envers, hein, qu'on va inverser en fait le fonctionnement du moteur et que l'air va aller de l'arrière vers l'avant. Il va être éjecté vers l'avant des moteurs et que ça va freiner l'avion. Alors, c'est peut-être séduisant, mais ça fonctionne évidemment pas du tout comme ça. Hein. Si vous avez compris ce que je vous ai dit sur les moteurs, hein, vous avez vu qu'il y a un compresseur à l'avant, une chambre de combustion, une turbine, ça peut évidemment pas fonctionner dans l'autre sens. Hein. Il y a un sens. Hein. Le moteur ne fonctionne que dans un sens. On ne peut pas changer hein, le sens de fonctionnement d'un moteur comme ça. En fait, les inverseurs de poussée, ce sont des espèces de capots, de carénage, hein, qui sont actionnés par des systèmes hydrauliques, qui vont se rabattre un petit peu hein, sur l'arrière du moteur et qui vont dévier les gaz hein, qui sont éjectés et ça va les faire ricocher en quelque sorte hein, vers l'avant. Voilà. Et ça va freiner, hein, ça va créer une poussée inverse en fait. Hein. Voilà, ces inverseurs de poussée qui vont contribuer à freiner l'appareil. Ces inverseurs de poussée, on ne les utilise bien sûr qu'au sol, hein, pas en vol. Je vous ai ici mis une illustration toujours issu de Wikipédia, parce qu'on trouve tout sur Wikipédia, c'est formidable. Voilà, j'ai cité également ma source, hein, voilà. Et vous voyez les inverseurs de poussée, ce sont ces espèces ici de capots, là, hein, de carénage, vous voyez, hein, qui sont ici rabattus à 45 degrés. Alors, on les rabat pas plus que ça pour pas qu'il y ait des gaz, pour que les gaz en fait d'échappement ne ricochent pas à l'intérieur du moteur. Hein. Faut pas qu'ils puissent revenir en fait dans le moteur, ça ce serait pas bon du tout. Donc vous voyez ici, l'air va en quelque sorte ricocher, enfin une partie ici des gaz hein, qui sont éjectés sur l'arrière du moteur vont en quelque sorte ricocher et être redirigés ici vers l'avant. Et ça va donc créer une poussée de l'arrière vers l'avant qui va donc freiner l'appareil. Hein, voilà, petite parenthèse. Hein.
là-dessus. Et notre présentation, elle est terminée. Du moins pour la partie théorique. Alors, on va à présent aller dans X-Plane. Ici, je vous ai pris comme avion donc le Cirrus SF-50 hein, qui est fourni par défaut. Voilà. Alors c'est un appareil avec lequel je vole jamais. Je l'aime pas beaucoup, mais au demeurant, bon, il est pas. C'est pas que je l'aime pas beaucoup. C'est pas parce que je l'aime pas beaucoup qu'il faut le détester. Hein. Il est plutôt réussi. Hein, l'aspect extérieur, il est sympa comme tout. Alors je vais éclaircir un petit peu mon affichage parce que ça va être un peu sombre. Voilà, on y voit peut-être un peu plus clair. Et ici, à l'intérieur, voilà, l'intérieur c'est gris. Voilà. Alors, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Hein. Bon, voilà, vous avez bon, voilà, l'extérieur. Vous voyez ici, c'est un monoréacteur. Alors, c'est un peu curieux. Hein. Le réacteur, il est placé ici sur le dos. Ah oui, c'est tout petit. Hein. C'est petit, un réacteur. Ouais, c'est tout petit. Alors, pour vous donner une idée, hein, c'est un appareil qui va décoller à peu près sur une distance d'environ 600 mètres, hein, à peu près de 2000 pieds, hein, sur une piste de 2000 pieds. Il va plafonner, je crois que c'est 28 000 pieds. Je crois qu'il plafonne à 28 000 pieds, hein, donc ça peut voler très haut. Il est dégivré, bien sûr, et il est pressurisé. Alors malheureusement, chez Laminar, ils ont voulu simplifier les choses et ils ont peut-être un petit peu trop simplifié les choses. Il y a tout un tas d'équipements qui ne fonctionnent pas. Alors, vous retrouvez ici le G1000. Hein, voilà. Alors en haut, ici, on a quelques petites commandes, notamment ici pour la pressurisation de la cabine, les masques, etc., mais qu'on va pas détailler. Alors vous voyez que si vous vous souvenez hein, du poste de pilotage de notre C90 où il y avait des boutons partout, il y en avait en haut, il y en avait sur les côtés, il y en avait devant, il y en avait en dessous, il y en avait entre les sièges, enfin, c'était terrible. Là vous voyez qu'on a un poste de pilotage qui est beaucoup plus simple. Il n'y a presque rien, hein, c'est hallucinant. Alors ne vous laissez pas quand même tromper, hein, c'est parce qu'ici vous avez le G1000 et que le G1000, il y a pas mal de fonctions hein, qui se présentent sous forme d'écran en fait. Hein. Donc voilà, hein, donc il y a pas mal de boutons qui ont disparu à cause de ça. Enfin, il y a quand même des commandes. Hein, voilà. Alors ici donc vous avez le G1000 avec ici donc le PF, ce qu'on appelle le PFD, hein, voilà, l'affichage principal. Ici vous avez l'affichage, hein, le MFD qui est l'affichage l'affichage multiple un peu, hein, voilà, avec tout ce qui est plan de vol, etc. Ici, vous voyez que vous avez une rangée d'interrupteurs, avec notamment tout ce qui est commande électrique, éclairage, dégivrage. Hein. Donc ici, vous retrouvez, hein, vous voyez, nos écrans, voilà. Hein. On va les démarrer, hein, bien sûr. Ici, vous avez d'autres écrans. Alors, certains ont été... sont fonctionnels, d'autres pas. Ici, on retrouve le pilote automatique. Okay. Là, on retrouve tout ce qui est fonction de désembuage, etc., de ventilation, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, hein. Bon, voilà, c'est des boutons, c'est juste pour la déco. Ici, vous retrouvez, alors vous voyez, hein, vous n'avez qu'une manette ici de gaz, et c'est tout. On reconnaît ici un trim de profondeur. Ici, vous avez un sélecteur de réservoir. Voilà, hein, tout simplement. Et ici, vous avez la commande des volets. Voilà, terminé. C'est tout ce que vous aviez à savoir hein, sur notre appareil. Donc ici, on est dégagé. Bon, on voit qu'ici, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de cale, hein, il n'y a pas de protection sur les pitots, les entrées d'air, etc. Il n'y a rien de particulier, donc on peut y aller. Donc ce qu'on va faire, on va commencer ici par démarrer nos deux batteries, 1 et 2. Vous voyez. Ici, vous voyez, hein, on a notre avionique qui s'allume. Ensuite, on va allumer les feux de navigation pour signaler qu'on est là. Alors ici, vous voyez sur les petits écrans du bas, vous avez les radios. Hein, bon, c'est les radios comme 1, comme 2, tout ça, ça fonctionne. Ici, weight and balance, je vous avoue que je pense pas que ça fonctionne vraiment. Voilà, voilà. Ici, vous avez un affichage, mais alors vraiment très simplifié. Alors tout ça ici, ça fonctionne pas. Hein, mais vous retrouvez ici quand même les portes qui sont ouvertes, qui sont fermées. Alors vous pouvez les ouvrir. Ça fonctionne. Vous voyez ici, hein, vous avez une porte qui s'ouvre. Et vous pouvez ici, donc, hop, les fermer. Voilà, elles sont fermées. Donc évidemment, on va décoller. Donc on va
plutôt voler avec les portes fermées, ce serait mieux. Ça, je pense pas que ça fonctionne. Ici, vous avez les freins. Alors, les freins, bah, ça fonctionne. Hein, vous voyez, ils sont on, ils sont off. Hein, on et off, voilà. Et vous avez ici ces 3 loupiottes vertes qui vous indiquent que les trains sont bien verrouillés. Train avant, train gauche, train droit. Et vous avez ici, bien sûr, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, mais vous avez la manette ici de commande du train d'atterrissage. Elle est bien abaissée. Donc notre train, il est bien sorti et verrouillé. Ça, c'est quand même important. On va démarrer notre moteur. Donc on va s'assurer ici que la manette de gaz, elle est à 0. Notre sélecteur de carburant ici, il est sur auto, donc on est bien, on va pas faire autre chose. Et ici, c'est tout ce qu'on a à faire. Donc là, hop, on est tout seul, il n'y a personne pour nous embêter. Et en fait, on va tout simplement lancer une séquence de démarrage. Alors ça va ravir les débutants. Voilà, vous allez simplement ici mettre votre système de démarrage sur Run, et ça va lancer une séquence de démarrage. Et on va juste surveiller le démarrage à l'aide ici de ces instruments moteurs qui sont là. Alors les instruments moteurs, vous retrouvez ici N1. Alors je vous rappelle, c'est l'attelage basse pression, c'est celui qui va nous intéresser. Vous retrouvez ici le GT, avec une valeur limite. Vous retrouvez ici N2, donc l'attelage haute pression, mais celui-là, bon, il ne va pas trop nous intéresser. Ici, différence PSI et l'altitude de la cabine, ça c'est ce qui concerne la pressurisation de la cellule, de la cabine. Alors là aussi c'est automatique, j'ai pas trouvé de commande, donc voilà, bon, apparemment ça chez... Alors je sais pas si sur le Cirrus d'origine ça fonctionne automatiquement, s'il n'y a rien à faire, ou si chez Laminar ils ont zappé le truc. En tout cas, ça fonctionne tout seul. Vous retrouvez ici le fuel flow, ça c'est important, la pression d'huile, important, la température d'huile, important. Ici vous trouvez tout ce qui est électrique, vous voyez nos batteries ici, elles sont à 23-24 volts. Les quantités de carburant, nous on va juste décoller, on n'a pas besoin d'avoir des tonnes de carburant. Vous trouvez ici les flaps, et vous trouvez ici également tout ce qui est trim. Voilà. Pour le reste, c'est les G1000, je ne vais pas vous redétailler les G1000, vous savez ce que c'est. Donc ce qu'on va faire, allez hop, ici on va décaler notre petite fenêtre un peu comme ça vers la droite, et on va surveiller. Donc on va ici lancer notre... hop, voilà. Et vous voyez ici N2 monte, et vous voyez ici il ne se passe rien, ça monte, 10%, et à partir de 10%, ici N1 commence à se lancer, il y a une inertie. Hop, voilà, ça y est, on est au-dessus de 20%, le GT monte, ça veut dire qu'ici, la vanne de carburant s'est ouverte, ça se lance, N1 est en train de monter en puissance, la température monte également, voilà, ça se stabilise, tout est ok. La pression d'huile est montée aussi, donc on est bien, rien à dire, ok. Alors voilà, vous voyez, votre turbine ici, elle est démarrée. On va cacher ça parce que là, on ne voit pas grand-chose. Voilà, votre moteur ici, il est démarré. C'est un peu triste. Enfin bon, ça se démarre comme ça. On est spectateur. Voilà, on est spectateur. Ok. Évidemment, on va lancer nos générateurs. Alors, ça va avoir pour effet ici, hop, quand on va lancer nos générateurs 1 et 2, donc vous allez voir ici, ça va bouger normalement. Hop, hop, voilà. Ça se charge. Si on coupe, voilà, ça se charge. Voilà. On va vérifier quand même nos volets. On va mettre un cran de volet. Alors moi je les entends, je ne sais pas si vous les entendez, mais moi je les entends. On est bien ici à 10 degrés. On va remettre un cran de volet pour les sortir complètement. Ça fonctionne. On va les rentrer. Hop là, ils sont complètement rentrés. Voilà. Donc, ok. Ensuite, ça a l'air de fonctionner. Vous notez ici qu'au niveau des feux, on va allumer les feux de landing. On va laisser les strobes coupés pour l'instant et on va démarrer comme ça.
On va pas se compliquer la vie plus que ça. Donc ici on est sur l'aéroport de Rennes, hein, mais évidemment vous pouvez vous trouver ailleurs, ça fonctionnera. C'est un appareil qui fonctionne très bien ailleurs. Et on va écouter la TIS quand même. Hein. À la fréquence je l'avais réglée, je crois bien. Donc hop. Rennes Saint Jacques Information Whiskey 1000 Zulu Weather Wind 030 at 14 variable 360 to 060 Visibility more than 10 Sky clear Temperature 13 Dew point 2 Altimeter 3059 Arriving runways 10 32 32 right Departing runways 10 32 32 right Advise on initial contact. L'altimètre, on va la régler à 30,59. Voilà. 120 pieds, hein, c'est à peu près l'altitude. Hein. Je crois que c'est 124 pieds, hein, l'altitude de Rennes, donc c'est cohérent. On va mettre quand même notre transpondeur en stand-by. Il est réglé en 7200, on va le laisser comme ça, on va pas se casser la tête. Voilà. On va ici aller sur la droite, hein, et on va décoller de la piste 10 ou 32. Là je vous avoue que j'ai pas été voir spécialement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Celle-là me paraît un peu courte. On va prendre la piste plus longue. Hein. Ouais, on va prendre la piste plus longue. Donc on va bien tourner à droite. Donc ici, on va lâcher les freins. Voilà, vous avez vu. Voilà, les freins sont lâchés. On va monter un petit peu nos gaz, mais pas beaucoup. Hein, et on va tourner sur la droite. Vous voyez, c'est assez silencieux, hein, comme appareil, et surtout, c'est très souple. Alors, je suis pas sûr que je vais là où je voulais aller. On va tourner, si on va tourner à droite là tout de suite. Il faut y aller doucement sur la manette des gaz, hein, parce que c'est un appareil qui a quand même de la puissance. Hein, et il a tendance à partir assez vite. Voilà. Donc on voit une petite pancarte sur la gauche là, avec un point d'arrêt. D'arrêt Charlie. On va prendre la piste 10, hein, parce que je crois que la piste 10 était annoncée comme une piste de décollage, hein, une piste de départ. Donc on va prendre la 10, donc celle qui est à gauche. Voilà, on arrive sur notre point d'arrêt Charlie. On va ici marquer un petit temps d'arrêt. Là. On va en profiter ici pour engager les strobes. Voilà. Ok. Allez, hop, on lâche les freins, on remet un peu de gaz et on va remonter la piste par la gauche. Alors, j'ai pas regardé hein, le plan de l'aéroport avant de partir. J'ai fait ça un peu, j'ai un peu improvisé, mais bon, peu importe.
arrive en bout de piste, hein, on va couper les gaz. On a une raquette sur la gauche. On va faire notre petit demi-tour sur la gauche. Voilà, on arrive en bout de piste. C'est un seuil décalé. Hein. Donc, hop, on freine. Frein gauche, frein droit, ok, ça fonctionne. On va ici, hop, remettre les freins. On va engager un cran de volet. Ça fonctionne bien. On va mettre ici le transpondeur en mode Charlie. Hein. Toc. On va centrer notre pinule de cap ici sur notre axe de piste. On va alors on va régler ici le FLC, on va régler ici notre vitesse de montée, on va la régler à 150 nœuds. C'est un petit peu fastidieux. On va le monter à 150 nœuds. Voilà. Et on va mettre ici notre altitude, on va se fixer 10 000 pieds. Alors, on va se fixer 10 000 pieds parce que j'ai pas envie de monter trop haut, mais c'est des appareils, hein, si vous faites un vol, il faut les monter plus haut. On avait calé notre altimètre, hein, donc on était bien. Voilà. J'ai rien de particulier à dire. Donc on va commencer ici notre compte à rebours. Au niveau moteur, ça a l'air correct, il n'y a rien de particulier. Ben voilà. On peut y aller. Donc ici, hein, on va lâcher les freins et on va progressivement lancer. Je vais remettre ça quand même ici. On va lancer progressivement notre avion. Par contre, je vais avoir mes instruments moteurs. Ça va peut-être m'intéresser. Voilà, on va surveiller évidemment hein, notre donnée. Parce que là, on va pousser les moteurs, hein, donc il s'agit de pas. Oula, je peux décoller. J'ai été un peu. Voilà. Désolé, j'improvise un peu. C'est vrai que c'est un appareil que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. Enfin, je l'utilise même jamais. On va rentrer le train d'atterrissage. On réduit un petit peu le gaz. On va rentrer. Notre cran de volet. Voilà. Donc ça a pour effet de le faire un petit peu piquer, pas de problème. Et on va engager ici un autre pilote automatique. Hop. On va se mettre en leading. Tranquillement, hop, voilà. On va le laisser faire son petit périple. Donc là je l'ai mis en. Voilà, vous avez le terrain derrière, vous voyez hein, ça monte très vite, hein, on a déjà donné le pied. Donc je l'ai bloqué ici à 150 nœuds, donc normalement il devrait se stabiliser si j'ai bien travaillé à cette vitesse là.
Et on surveille ici notre poteau de montée. Donc on va surveiller notre altitude. Je vous rappelle qu'on a une altitude de transition de 5000 pieds, hein, donc il faudra modifier notre calage altimétrique à ce moment-là. Voilà, il a l'air de se stabiliser. À 150 000 à peu près, hein, il hésite un peu. Lui mettre un petit peu de puissance quand même, parce que j'ai été un peu radin. On lui met un peu de puissance, ça, voilà, ça augmente le taux de montée, mais il va se stabiliser toujours autour de 150 nœuds. Hein. Vous voyez, c'est en modifiant la vitesse, hein, enfin en modifiant plutôt la poussée des moteurs, hein, ça augmente le taux de montée. Et il se stabilise toujours autour de 150 nœuds. On est à plus de 5000 pieds, là je me suis laissé un peu distraire. Donc ici, on va se mettre un calage standard. 29,92. On peut aussi le faire d'ici. On peut le faire d'ici. Il y a un raccourci. Vous voyez qu'ici on monte quand même à plus de 2000, autour de 2000 pieds minutes. Hein. Donc c'est un appareil quand même qui est, avec un taux de 2000 pieds minutes, hein, qui est quand même assez véloce. Donc, vous pouvez le monter sans problème. Hein. Vous voyez ici à une vitesse de l'ordre de 150 nœuds à 2000 pieds minutes. Voilà, ça lui fait pas peur. Et encore je suis pas à fond. Hein. Donc c'est un moteur tout à fait. Ce sont des moteurs très puissants. Hein. On va couper les feux de landing. Normalement, je crois qu'on les coupe autour de 10 000 pieds. Mais on va attendre. On va attendre un petit peu. Ici, vous voyez, au niveau de nos informations moteur, hein, tout a l'air correct. On approche des 8000. Alors vous retrouvez hein, bien sûr ici l'avionique, le G1000, hein, donc vous pouvez tout à fait rentrer hein, avec le plan de vol, etc. Vous pouvez tout à fait aller vous amuser avec ça. Alors ça c'est le bip qui je pense nous dit voilà qu'on est à 1000 pieds à notre altitude cible, donc il ne va pas tarder à se stabiliser. Vous voyez ici la température extérieure elle est moins 7 degrés, donc ça va. Voilà, il se stabilise. Alors évidemment, hein, comme il arrête de monter, la vitesse va augmenter. Donc nous ce qu'on va faire maintenant, on va se mettre en régime de croisière. Alors c'est vrai que ce type de moteur, hein, si vous ne connaissez pas trop cet avion, vous pouvez aller vous trouver des manuels de pilotage et vous référer aux tables du constructeur hein, pour vous donner une idée. Ce qu'on peut faire sinon, hein, tout simplement, c'est ici aller réduire notre manette de gaz, hein, parce que vous voyez ici notre appareil, voilà, la vitesse monte évidemment.
et réduire ici votre consommation, votre fuel flow autour de entre 70 et 80. On va réduire progressivement les gaz. Et le fuel flow évidemment va diminuer. Il faut le laisser se stabiliser. Hop, on descend par. On se met un fuel flow autour de 70, 75, entre 70 et 80. Vous serez sur un régime de croisière à peu près correct. Vous voyez ici notre vitesse, elle va se stabiliser autour de 200 nœuds ici. Environ. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas trop vous casser la tête à savoir quelle valeur adopter, hein, quand vous montez ici, hein, vous mettez avec vitesse à peu près de 150 nœuds, ça vous donne à peu près, et vous adoptez un taux de montée de l'ordre de 2000 km minutes, hein, c'est pas trop mal avec pour ce type d'appareil. Et ici en régime de croisière, vous pouvez mettre ici votre fuel flow autour de 75, en moyenne c'est pas mal. Après si vous montez plus haut, vous pouvez réduire un petit peu, parce qu'évidemment ce sont des appareils qui sont plus performants en altitude. Si vous faites un vol, bon là j'ai pas voulu monter trop haut, hein, mais si vous faites un vol plus long, c'est intéressant de le monter au-dessus de 20 000 pieds. C'est tout à fait judicieux de le faire, si les conditions bien sûr le permettent. Voilà, c'est fait pour. Vous notez au passage ici hein, que également, vous voyez, vous avez la différence en PSI entre l'intérieur, enfin, voilà, au niveau de la cellule, là, vous avez une différence de pression. Voilà. L'altitude en pied de la cabine avec 3800 pieds à l'altitude, c'est l'altitude que vous, c'est la pression que vous auriez à 3800 pieds d'altitude. Pas 3800 mètres, à 3800 pieds, donc c'est tout à fait correct. Notre fuel flow, bah, vous voyez, il est stabilisé autour de 74. Vous voyez ici nos données, AMA, EGT, etc. Tout est vert. Tout ce qui est température d'huile, pression d'huile, etc. Tout ce qui est électrique, c'est bien. Il nous reste du carburant. Hein, on n'a pas de quoi voler des heures, mais enfin bon, il nous reste de quoi voler une petite heure. On va pas voler autant ensemble. Voilà. Je vais vous laisser hein, sur ces images. Voilà, bon, c'est un appareil qui est plutôt sympa, hein, qui est plutôt élégant. Vous le voyez, il est très facile à piloter. J'ai oublié de couper les traits de landing. Voilà, c'est un appareil que vous pouvez tout à fait vous amuser à piloter pour découvrir les avions à réaction. Évidemment, si vous prenez des appareils payants, vous aurez, je pense, quelque chose d'un peu plus complet, d'un peu plus complexe. Hein. Donc attention, c'est trompeur. Hein. La simplicité de cet appareil, elle est trompeuse. Si vous allez par exemple voir du côté de chez Aérobasque, hein, ils ont quelques appareils qui sont intéressants. Un petit peu dans cette catégorie-là, ils sont nettement plus complets, hein, avec des avioniques beaucoup plus complexes. Hein. Il y a un peu plus d'instruments quand même à commander, à diriger. Donc, voilà. Si vous débutez, faites attention. Si évidemment vous voulez vous orienter après sur des appareils plus puissants, les plus gros appareils, le pilotage est nettement plus complexe. Pas tellement à cause des moteurs, hein, mais à cause de tout ce qu'il peut y avoir autour. Voilà. Je vous mettrai probablement quelques petits liens vers des vidéos ou des choses comme ça qui parlent un peu des moteurs et de leur fonctionnement. Si je trouve également, j'ai peut-être en tête une ou deux vidéos que j'avais regardées sur peut-être des liners, peut-être du côté de chez Falcon Hay, ou peut-être Eric Marviel aussi. Je regardais s'il n'a pas quelques petites vidéos courtes mais sympas, hein, parce qu'il a un parc d'avions extrêmement complet. Eric, et parfois il nous fait des petites démonstrations des Golden Dark ou des choses comme ça sur des appareils, ça peut être intéressant. Je verrai si je trouve un ou deux trucs à vous mettre en commentaire. Voilà. Voilà, c'est probablement le dernier type d'appareil hein, que je vous détaillerai autant. Ce qui ne veut pas dire que je vous présenterai peut-être pas quelques avions qui me plaisent, hein, mais en tout cas avec une présentation théorique comme ça sur le fonctionnement des moteurs, etc. Je pense qu'on s'arrêtera là. Je pense pas que je vous montrerai autre chose. Donc après, ce sera peut-être des choses un peu plus théoriques, ou alors peut-être des vidéos pratiques hein, sur les avions qui me plaisent. Voilà. Mais ce sera plus, je pense que je vous ferai plus de présentations comme ça sur les appareils, parce qu'on a couvert sur l'aviation générale, on est parti du C-Star, on est arrivé sur un appareil comme ça. En aviation générale, je vois pas trop ce que je pourrais vous faire de plus.
Voilà, je pense que vous en savez déjà pas mal. Voilà. Donc je vais vous quitter sur ces belles paroles et sur ces belles images de notre Cyrus. Je vous remercie toujours et encore pour votre fidélité. Pour vos remarques aussi, parce que j'ai pas mal de remarques sur mes vidéos, donc des petites choses qui sont intéressantes. Et je vous remercie de votre immense attention, et donc j'espère à très bientôt. Les prochaines vidéos, je pense que je vais revenir sur les espaces aériens, parce que j'avais commencé une série de vidéos sur les espaces aériens que j'ai pas terminé. Bon, j'ai fait le plus gros, il me reste quelques petites choses à voir. Je pense que je vous les posterai prochainement, mais c'est vrai que j'ai marqué une petite pause. Voilà, de temps en temps, ça fait pas de mal de se poser un peu. Voilà. Encore une fois, merci et à très bientôt.